et alors ils sont tués. Et on ne peut pas penser à une dictature beaucoup pire que la dictature nazie. C'est-à-dire, même là, il y avait la possibilité, comme exemple. Mais je crois qu'il faut avoir une décision très claire et un but très clair. Je ne peux pas insister suffisamment dans la carte de l'avenir. Il faut savoir où on va, pourquoi. Exactement pourquoi. Pour les Allemands, épouser, marier avec les Juifs, c'était clair. Les époux, la liberté. Et alors, il faut que l'autre côté sache que c'est un but clair. Et c'est ce but de quelque chose qui peut inspirer aussi l'autre côté. Alors, beaucoup mieux. Est-ce que je peux comprendre, d'après ce que vous dites, que ce qui rend difficile, par exemple, une action non violente maintenant dans les pays arabes, ce n'est pas la répression des régimes, ce n'est pas aussi le manque de culture politique dans la société, mais c'est plutôt le manque d'une vision, d'un avenir qui est présenté par l'élite politique. Voilà, c'est exactement ça. Si vous savez les pays de Golfe, par exemple, mon impression est qu'il s'agit de croissance économique, d'avoir quelque chose qu'on peut acheter en Europe, par exemple une copie de Louvre, quelque chose comme ça, mais je n'ai pas clairement une vision arabe musulmane. Je ne vois pas ça. Et alors, je crois qu'on va aboutir dans un type de conflit culturel très profond, avec beaucoup d'aliénation. Et ça, c'était aussi, n'est-ce pas, une catastrophe dans l'Arabie Saoudite. Divisé, c'est un pays wahhab, alors le wahhabisme tire, qui est la religion d'État, dans une autre direction que ce qu'on a réalisé. Alors, avoir une carte de l'avenir qui était très importante pour Gandhi, et pour Martin Luther King, et pour Mandela, Tutu, et à la fin aussi Frédéric Leclerc, le blanc, le président, qui a coopéré avec eux. Il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'il faudrait quand même un minimum d'éducation, de sens civique, aussi de préparation à subir aussi une répression de la part des régimes? Je ne suis pas convaincu. Je crois que la créativité et l'imagination est plus importante que l'éducation. Bien sûr, pour avoir des idées, il faut avoir un certain niveau d'éducation. Mais les millions qui ont suivi, où Gandhi était le leader, n'avaient pas beaucoup d'éducation. Et la même chose en Amérique du Sud, la même chose en Afrique. Mais il faut avoir une idée, une vision, comme je répète. Mais il faut que dans cette vision, l'autre côté est inclus. C'est-à-dire qu'on dit très clairement, nous ne sommes pas contre vous, nous sommes contre quelques structures et quelques types de comportements. Bon, vous êtes bienvenus. Ici sont les règles de jeu pour cet avenir. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui a un pouvoir moral immense. Il y a aussi une autre question qui se pose avec acuité dans les pays arabes, c'est que si maintenant on parle de volonté de changement qui vient de la société, peut-être par une méthode non violente, les régimes brandissent tout de suite la menace extérieure et dans le cas peut-être de la non-violence, ils vont dire que oui, c'est en fait juste une copie des Color Revolutions. Vous êtes tous manipulés par les États-Unis, bien qu'on sait aussi que ces régimes sont des alliés des États-Unis en fait. Mais ils feront sortir cette carte. Qu'est-ce qui peut être fait par l'opposition pour montrer que ce n'est pas le cas? Je comprends cet argument et on ne veut pas rejeter cet argument. Je crois que ce qu'on peut faire est surtout avoir une carte où il n'y a qu'un point de soumission aux États-Unis. Et moi, j'aimerais ajouter aussi, où c'est très clair qu'on est contre l'impérialisme des États-Unis. Cette idée de manipuler, de contrôler, de tuer, d'exploiter dans tout le monde. Par exemple, avoir 700 bases dans 130 pays, qui est la situation maintenant, y compris beaucoup de pays arabes. Bon. Et si on a une carte qui exclut tout ça,
Je crois que ça, c'est déjà une indication que nous ne sommes pas manipulés par les États-Unis. Mais c'est la même chose pendant la guerre froide, quand il y avait une démonstration non violente contre la politique américaine, la politique de l'OTAN, etc. L'argument numéro un était toujours, vous êtes le communiste. Ça, c'est le communisme, vous êtes déjà agent de l'Union soviétique. Alors, pour éviter ça, mais aussi parce que ça, c'était notre idée, on était contre les deux superpuissances. Ça, c'était le slogan principal, contre les deux superpuissances. Et alors, à la fin, je crois que cet argument a eu une certaine force. Et très intéressant, je crois que ça c'était dans l'année 1984, que la résistance non violente à l'Union soviétique, qui s'appelait des dissidents, et la résistance non violente dans les pays de l'Ouest, le mouvement pour la paix, ont trouvé une formule commune et ont coopéré. Et ça, c'était déjà quelque chose moral de première importance. Si on peut avoir alors un type de mouvement non violent dans quelques pays arabes avec une participation très 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 vaste, avec un spectrum qui est suffisamment large pour indiquer que ce n'est pas une petite corpuscule avec une vision très étroite, ça pourrait jouer. On a parlé de l'interférence étrangère, donc particulièrement de l'influence des États-Unis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer une interférence étrangère positive, c'est-à-dire que de la part des pays occidentaux, j'allais dire qu'ils soutiennent, ou du moins qu'ils ne s'opposent pas à des tentatives de changement non violent dans les pays arabes. On sent qu'ils préfèrent quelque part avoir affaire à des régimes répressifs qu'à un autre type de changement. Dernièrement, on a entendu des déclarations, par exemple, de Nicolas Sarkozy, où il était très clair en parlant de l'Algérie, il disait préférer le régime actuel à un régime des talibans. C'est-à-dire, c'est toujours d'un extrême à l'autre et qu'il préfère quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui pousse les Occidentaux à avoir une telle attitude? Exactement ce que vous venez de dire. Parce que si on voit le monde dans ce terme dualiste, il y a seulement deux possibilités, ou les islamistes, ou le régime qu'on trouve maintenant en Algérie. On peut peut-être comprendre ce qu'ils disent. Il faut démontrer qu'il y a une troisième voie. Et que cette troisième voie est tout à fait différente des deux autres. Et c'est un peu le même problème en Myanmar. Parce qu'en Myanmar, comme nous avons dit, on n'a pas eu succès dans le mois de septembre avec la résistance non violente. Et il y avait le soupçon que c'était manipulé de l'étranger. Il y avait un bon noyau de vérité dans ce soupçon. Mais il faut aussi dire que il n'était pas tout à fait clair qu'est-ce que c'est le but, parce que c'était pas une démonstration contre le régime autoritaire. C'était une démonstration contre les prix nouveaux, les hausses de prix, qui avaient beaucoup à faire avec le marché, avec le pétrole, etc., avec la chute du dollar. C'est-à-dire qu'il y avait des causes macroéconomiques, n'est-ce pas? Et ce n'était pas tout à fait clair. Si tu es dans le gouvernement de militaire et tu es là, qu'est-ce que je dois faire ça pour donner plaisir à ces gens-là dans les rues? Ce n'était pas tellement clair. Alors j'insiste encore une fois, il faut être clair. Mais est-ce que vous voulez dire par là que si jamais la contestation est seulement économique, pour des revendications qui peuvent être socialement valables, contre des hausses de prix, pour demander des salaires plus hauts, ce n'est pas une raison suffisante pour mener une action non violente? Et oui, c'est tout à fait suffisant. Mais c'est interprété comme une réaction contre le gouvernement. Et ce n'était pas tout à fait clair que le gouvernement était responsable pour la hausse des prix de pétrole, par exemple. Je ne dis pas ça pour donner des excuses pour le gouvernement, pas du tout. Mais seulement pour dire que dans la lutte non violente, il y a aussi un contrat politique, n'est-ce pas? Si tu fais ça, et ici sont les points, numéro 1 jusqu'à 20, 21,